Snapchat France, Emmanuel Durand, combien d'utilisateurs à peu près? Vous avez une idée? Alors oui, oui, on a une idée assez précise. C'est une application qui regroupe chaque journée sur ses pages 13 millions de Français qui s'y adonnent à principalement l'échange de messages entre eux, mais pas uniquement, et on va en parler. Ils viennent en moyenne une grosse demi-heure par jour, chacun. Ça représente, pour donner une importance, ça représente 60% des 15-34 ans. Ça représente un quart des possesseurs de smartphones en France. Et alors, ils ne sont pas aussi jeunes que ce qu'on pourrait imaginer. C'est généralement l'image qu'on a de la communauté Snapchat. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être vous qui êtes plus vieux, par contre. Je vous remercie. On commence bien. Non, puisque en fait, 80% d'entre eux ont plus de 18 ans, quand même. Donc, ça touche l'ensemble de la population? C'est en train... Alors, je ne me cache pas qu'on est quand même assez fortement générationnel. On est plutôt en phase avec... ce que nous avons appelé la Gen Cam, qui est un agrégat entre la génération Z, les adolescents et les millennials. Mais effectivement, on a également des gens qui sont bien plus âgés que cela sur la plateforme. Snapchat ne se revendique pas, Emmanuel Durand, comme un réseau social. Pourtant, vous connectez une communauté de gens qui sont proches, qui sont amis, qui partagent des choses, des vidéos, des photos. Vous n'êtes pas un réseau social? Alors, on a une fonction sociale, c'est vrai. Mais effectivement, les gens qui ne nous connaissent pas auraient peut-être tendance, par analogie ou facilité, à nous penser comme le Facebook des jeunes. Et Snapchat n'est pas un réseau social dans le sens où n'existe pas sur Snapchat tout ce qui, selon nous, en fait, représente les dérapages et dérives en fait, liés aux réseaux sociaux, c'est-à-dire principalement une compétition entre les utilisateurs pour la popularité. Quand vous ouvrez un réseau social, vous tombez généralement sur un flux d'actualités, des photos ou des nouvelles, et on vous pousse à juger. J'aime, j'aime pas, etc. Ça vous met dans un état d'esprit, en fait, qui n'est pas très sympa, en fait. Soit vous allez regarder les vies des autres en vous disant bah, « la mienne, elle n'est pas terrible », soit ça va vous mettre une espèce de pression, en fait, en disant « il faut que je sois au niveau et il faut que je me présente à mon avantage le mieux que je puisse ». Sur Snapchat, dont les messages s'autodétruisent après 10 secondes, donc on a essayé de reproduire, finalement, ce qu'on est en train de vivre ici tous les deux, c'est-à-dire l'oralité. L'oralité, c'est le contrat social entre les êtres humains depuis des millénaires. Et il n'y a pas de raison qu'avec l'avènement du digital, ce contrat social disparaisse. On voulait essayer, le propos de Snapchat, c'est de reproduire cette liberté de ton qu'on peut avoir lorsqu'on sait en fait que ce qu'on dira ne restera que dans la mémoire des gens avec qui on échange, et bien de reproduire cette même liberté, de reproduire cette même spontanéité. Et donc Snapchat est un réseau dont l'ambition est de reproduire l'intime, et non pas l'extime comme les réseaux sociaux essayent de faire, où on est plutôt en train de se présenter au monde. Vous parlez du concept de caméra compagnie chez Snapchat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors une caméra compagnie, c'est vrai que c'est un terme un peu barbare. C'est une société dont les services et produits tournent autour de la caméra et s'adressent en particulier à cette Gen Cam. La Gen Cam, c'est, je vous l'ai dit, de la Gen Z aux millennials, des gens qui ont considéré que la caméra était devenue comme un clavier. C'est-à-dire que c'est leur moyen d'entrer entre le monde et le monde virtuel. Et donc, on connaît beaucoup Snapchat pour la réalité augmentée, par exemple, hein, les fameuses lens. Et cette réalité augmentée, on le sait, a des applications qui vont au-delà des oreilles de lapin. Et que donc on sait aussi, nous, même si le cœur de l'application reste le divertissement, qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Alors le cœur, c'est l'image, mais on trouve aussi du texte. Sur Snapchat, beaucoup de jeunes s'informent grâce à Discover, que vous avez lancé il y a quelques années. Oui, alors on est, comme je vous l'ai dit, principalement et au cœur, historiquement, on va dire, une application de messagerie. Et cette messagerie qui fonctionne tellement bien avec la photo, en utilisant la photo comme langage, nous a donné finalement une manière incroyable d'apprendre en fait des nouvelles manières de raconter des histoires en utilisant notamment la caméra. Alors effectivement, il y a le texte, mais qui reprend finalement ces éléments de rapidité et d'immédiateté que peut aujourd'hui représenter un challenge pour, donc, par exemple, les médias traditionnels quand ils doivent s'adresser à des nouveaux publics sur le mobile. C'est-à-dire qu'un texte publié via Snapchat sera forcément plus court? Non, absolument pas. En revanche, la narration sera différente. On
on va revenir en arrière. Il y a 2 ans, quand on a ouvert le bureau français de Snapchat, on a noué des partenariats avec un certain nombre de médias français, dont Le Monde et des pure players comme Combini ou Melty également. On avait donc ce mélange de médias traditionnels, Paris Match, et de médias nouveaux. L'idée, c'était d'essayer de trouver ensemble une façon de raconter des histoires qui conviennent à cet écran de mobile. Ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, passer la première page qui doit être extrêmement claire sur la promesse que vous allez dire, il n'y a pas de ce qu'on appelle le clickbait, vous savez, la trappe lecteur, ça n'existe pas sur Snapchat, ça ne marcherait pas. Et donc, une fois que vous avez passé ça, vous pouvez engager dans un article qui peut être très très long et où les gens vont rester assez longtemps. Moi, quand je discute avec certains de nos interlocuteurs, certains me disent que tiens, ma fille de 14 ans m'a parlé des grands électeurs américains, c'est quelque chose qu'elle avait découvert dans une édition du Monde, ou le classement du top 14 qu'il avait lu dans l'Équipe. Enfin, vous voyez, donc il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre d'aller parler à des nouvelles audiences pour ces médias-là, et qui est donc très intéressant pour eux, évidemment. Ce que vous prolongez depuis 2 jours avec le lancement de choses qui sont des vidéos courtes, hein, on est quoi, de 5 à 7 minutes à peu près, voire même entre 3 et 7 minutes, ça peut être même un petit peu plus court. Et là encore, c'est un partenariat avec des éditeurs plus traditionnels. Absolument. Alors, c'est un peu la marque de fabrique de Snapchat, en fait, de ne pas vouloir être un agent disrupteur. En fait, on est assez traditionnel dans notre approche, même si on est également extrêmement innovant. Vous avez sur Discover un énorme respect de la marque média. On noue des partenariats avec des partenaires qui vont pouvoir mettre en avant, en fait, leur crédibilité, leur voix éditoriale. Quand c'est une info de France Info, on le sait. Quand c'est une info du Monde, on le sait. Et on rentre dans le contenu par cette marque média. On s'apparente en ça plus à un kiosque qu'à un réseau social où vous allez rentrer par un article et lire un contenu sans savoir en fait qui en est l'émetteur. Ce que ça crée en fait par design sur Snapchat, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de propager des fake news notamment. Et il y a un autre élément qu'on a peu abordé, qui est que on a complètement séparé la dimension sociale des messages de la dimension du média. Et donc la distribution de contenu sur Snapchat ne se passe pas par des critères de médias sociaux comme la viralisation. Le message de mes amis n'apparaît pas juste à côté de la dernière aventure des Marseillais à la plage ou d'un scandale politico-financier au Brésil, en France ou aux États-Unis. Oui, et plus encore, vous ne verrez pas ces contenus de scandale politico-financier ou de Marseillais à la plage parce que quelqu'un l'aurait lu ou commenté ou partagé avec vous. Il n'y a pas de viralisation des contenus sur Snapchat. On a vu que sur certaines plateformes, les contenus faux, les infox, se propageaient plus rapidement que les contenus vrais. Ce n'est pas le cas sur notre plateforme, puisque d'une part, nous ne choisissons que des éditeurs crédibles, et d'autre part, le mode de diffusion ne permet pas ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos depuis 2 jours sur Snapchat, Emmanuel Durand? Alors on a donc noué des partenariats avec des maisons respectables comme France Télévisions par exemple, mais également des pure players comme Combini, Melty. On a également nos amis du Figaro. Enfin, on a volontairement pas restreint en fait un choix de partenaires uniquement à des gens qui sauraient faire ça. Alors oui, on a Brut ou Loopsider, mais on a également des gens qui vont devoir se réinventer en fait quand ils vont être confrontés à cet exercice. Et c'est aussi je pense, un des bénéfices induits de ce partenariat, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on apprenne ensemble, et nous on est assez humble, hein, on est une plateforme de diffusion, mais qu'on apprenne ensemble comment en fait engager aujourd'hui dans un monde d'abondance. Vous parliez d'infobésité à l'instant, on le sait, hein, il y a une surabondance de contenu, tout le monde essaie de crier un peu plus fort que son voisin. Comment recréer de la rareté, comment recréer du désir, comment recréer de l'engagement, comment faire rester les gens longtemps sur un contenu. Toutes ces questions-là, en fait, on essaie de les trouver ensemble. Quelle est la place de l'info là-dedans par rapport au divertissement? Elle n'est pas majoritaire, on ne va pas se mentir. Elle n'est pas minoritaire. En fait, on a des contenus qui sont populaires et des contenus qui sont importants. Alors c'est vrai, on pourrait... C'est-à-dire, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est important? Vous le savez, les contenus légers sont populaires, ils sont plus faciles à engager, vous aurez plus de facilité à les regarder... La vie des stars. Voilà, un mariage princier, que de vous intéresser au sort des migrants. Mais pour autant, en fait, vous trouverez les deux sur la plateforme.
On en parlait juste avant, il n'y a pas nécessairement une hiérarchisation par degré d'importance entre l'un et l'autre, ce qui est voulu en fait, parce que ça recrée cette surprise heureuse, qu'on appelle en anglais serendipity, qui est d'être confronté à un contenu qu'on n'avait pas nécessairement cherché, mais qui va nous donner quelque chose de plus, une petite aspérité. C'est quelque chose que vous assumez, de mettre côte à côte une vidéo sur des migrants morts et à côté la vie de Miss France ou d'une tête couronnée à travers le monde. Mais c'est, je crois, la position de chaque média, finalement, d'avoir ce voisinage qui est parfois malheureux. Je pense que la manière dont on organise les informations, alors certes, il y a un peu d'algorithmie dedans, pas énormément, mais on va essayer de créer une hiérarchisation qui sera individuelle et en fonction de ce que vous, en fait, de ce qui vous intéresse. Et ça sera basé sur un historique de votre navigation sur la plateforme. Alors, l'intérêt... Pour vous, quel est-il de publier ces vidéos? D'agrandir la communauté Snapchat? Bien sûr, et nous on sait qu'il y a deux types d'usages sur Snapchat. Il y a un usage qui est, je suis désolé pour cet anglicisme, c'est le high intent. C'est un usage où on va vouloir échanger un message de manière extrêmement rapide avec un de ses amis. Donc ça c'est... Pour moi, je dis que c'est comparable au fait de vouloir acheter du sopalin sur Amazon, par exemple. Donc, on veut absolument rentrer et ressortir d'application le plus vite possible. Et dans ces cas-là, donc notre mission, c'est d'être la façon la plus rapide de communiquer. Et on y arrive grâce à la photo et à la vidéo. C'est plus facile d'envoyer un message audiovisuel, plus rapide, que de le taper avec du texte. De l'autre côté, vous avez donc la partie contenu, Discover, qui est plutôt low intent, c'est-à-dire j'ai du temps à perdre, je suis à mon arrêt de bus, j'ai 5 minutes. Comment ça à perdre? En tout cas, je suis à mon arrêt de bus ou de métro, j'ai un peu de temps devant moi, et donc je peux découvrir le monde. Et on veut que cette fonction d'exploration et de découverte du monde soit aussi extrêmement présente sur la plateforme. Ce que vous nous dites, c'est que, chose que vous avez lancée il y a 2 jours, ne chasse pas Discover. La vidéo ne chasse pas le texte. C'est un débat qu'on va avoir tout au long de la journée, qu'on évidemment n'achèvera pas ce soir, mais ce sont des questions qu'on se pose avec beaucoup d'acuité depuis quelques années. Alors, c'est des sujets qui me touchent à titre personnel parce que j'ai travaillé dans des médias plus anciens avant. Et de ce que j'ai appris, c'est que les usages ne se chassent pas les uns les autres, ils s'empilent. Jusqu'à présent, en tout cas. Je peux vous ramener en 1910, quand les fabricants de phonogrammes pensaient que la radio allait les tuer. Et en fait, la radio s'est avérée être une formidable caisse de résonance pour vendre des phonogrammes qui sont devenus ensuite les disques, CD, etc. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on lance les shows, je vois ici et là des titres dans la presse, Snapchat réinvente la télévision. C'est pas vrai. La télévision reste la télévision. Notre ambition à nous, c'est de développer un nouveau format pour le mobile. Mais ça, c'est la télé de demain, si je puis dire, si on peut encore employer cette expression de télévision, ce mot de télévision. J'en doute fort, honnêtement. On s'aperçoit que des plateformes comme Netflix, qui étaient conçues pour principalement les tablettes, sont consommées aux 3/4 sur un écran de télévision. L'écran de télévision continue à exister. La radio, oui. La radio également continue à exister. En fait, on s'aperçoit que ces usages-là, aujourd'hui, ils se font parfois grignoter, mais ils ne se font pas remplacer comme s'il y avait un mouvement de trapèze où les gens attrapent une nouvelle façon de faire et oublient l'ancienne. On a parlé de la vidéo, on a parlé du texte. Est-ce qu'on pourrait trouver du son? Est-ce qu'on pourrait trouver des podcasts à l'avenir sur Snapchat? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Par principe, comme vous l'avez dit, on est une caméra compagnie. Donc notre métier, c'est plutôt l'image que le son. Ça ne veut pas dire que demain, on ne se posera pas la question, mais c'est probablement pas dans les cartons actuellement. Alors, les éditeurs amènent du contenu sur Snapchat. Vous avez passé un accord avec eux. Comment chacun s'y retrouve financièrement? Quel est le deal financier qui a été conclu? C'est aussi l'un des points importants dans le partenariat. Alors c'est un partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent entre nous. On ne demande pas aux gens de payer pour venir, ou ils ne demandent pas de payer pour venir. Et en revanche, on essaye de chacun apporter ce qu'on a. Donc nous, on apporte cette plateforme qui nous a mis beaucoup d'efforts à mettre en place et à attirer donc une audience qui aujourd'hui est extrêmement fidèle. Et eux apportent des contenus qu'ils sont beaucoup mieux amenés que nous à faire. Et après, on va faire un partage de revenus sur les impressions publicitaires. Snapchat est gratuit à l'utilisation. Son modèle d'affaires, c'est de vendre de la publicité en échange de son usage, comme beaucoup de médias. Et donc en cela, après, on est dans un modèle partenariat. Et donc chacun va retrouver une partie de ses revenus. Le modèle économique de Snapchat est-il rentable aujourd'hui ou pas? Alors,
la société est encore en phase d'investissement, Ouais. donc on prévoit une rentabilité soit l'année prochaine, soit l'année d'après, mais en tout cas, on est sur la voie de devenir rentable. Le modèle économique lui-même, c'est une vraie bonne question, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, arriver à... Tout le monde se la pose, cette oui, bien question sûr. aujourd'hui, Emmanuel Durand. Équilibrer en fait la production et la diffusion de contenu sur l'écran de mobile, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents dessus, effectivement. C'est une question qui reste ouverte pour beaucoup, je crois. La question de faire payer les contenus? Non, pas du tout, parce que je pense que là, pour le coup, les expériences qui jusqu'à présent ont été dans ces domaines-là montrent que le marché n'est pas encore assez mûr pour ça. Encore. Des vidéos éditées par Snapchat à l'avenir, je crois que ça se fait aux États-Unis oui. déjà. Est-ce qu'on pourrait voir ça en France? Probablement. Les shows dont on parle, on a signé, on a lancé plus exactement dans le monde 130 shows à ce jour, et 60 de ces 130 shows sont des originaux. C'est-à-dire, on a commissionné des médias ou des maisons de production pour produire des shows qui seront exclusifs à la plateforme pendant un temps. Et donc ces shows-là, après, la présence locale de contenus originaux, elle dépend principalement d'une chose, c'est de l'équation économique évidemment. Il faut que ça puisse représenter, on en parlait juste avant, il faut qu'il y ait une rentabilité derrière.